Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Baillant Taillefer, forgeron médiéviste et historien à 16 heures ou le contraire. Alors c'est parti pour ma série des 3 survivants de la Seconde Guerre mondiale. Le premier, vous ne le connaissez pas, c'est un survivant de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. Il était à bord de l'USS Utah, un ancien cuirassé transformé en navire cible. Alors notre héros s'appelle Clark Simon. Il est né en 1921, donc Texas, et donc il a juste 20 ans. Clark s'est engagé dans l'US Navy. Comme partout ailleurs dans le sud des États-Unis à cette époque-là, le racisme et la ségrégation sévissent pour les communautés noires. Clark est noir. Son père a d'ailleurs été tué par le Ku Klux Klan. Alors, il ne pourra, comme ses camarades de la même ethnie, pourvoir que des postes non guerriers. C'est-à-dire que les noirs dans l'US Navy faisaient le ménage, faisaient la vaisselle, s'occupaient du mess et faisaient le valet pour leurs officiers. Néanmoins, pour Clark, c'est quand même d'abord le moyen de trouver un salaire décent pour pouvoir envoyer de l'argent à sa famille, sa mère et ses 3 sœurs, et ensuite pouvoir voir du pays et s'échapper de la triste condition des Noirs dans le sud des États-Unis dans les années 40. Dans la rade de Pearl Harbor, il y a une île centrale que l'on appelle Ford Island. Grosso modo, tous les cuirassés se trouvent au sud et l'Utah, lui, se trouve au nord de cette île, là où normalement sont accostés les 3 porte-avions que les Japonais cherchent désespérément à détruire. Manque de bol, les Américains les ont envoyés ailleurs. Ce dimanche matin-là, il dort et il entend du bruit autour de lui. Il sent une première secousse. Une torpille vient de traverser la proue du navire, mais sans exploser. Néanmoins, le navire va prendre l'eau et va commencer à gîter, c'est-à-dire qu'il va commencer à quitter l'horizontale pour pencher. Et ensuite, une seconde torpille. Celle-là, elle va exploser. Le navire va être secoué et gîter de plus en plus. Alors, avec ses camarades, Clark Simon entend le clairon qui indique l'évacuation du navire. Chacun fait ce qu'il peut pour trouver une issue. Avec 2 de ses camarades, Clark Simon va trouver une cabine avec 3 hublots suffisamment larges pour les laisser passer. Ils vont se propulser à travers, tomber sur le pont et sauter à l'eau. Clark nage comme une enclume. Parce que lors de son test de sélection, il s'est fait remplacer par un autre héros du 7 décembre 1941. Celui-là s'appelle Dory Miller. Dory Miller, oui, vous le connaissez. C'est le célèbre cuistot qui a quitté sa cuisine pour pouvoir un canon anti-aérien et tirer sur les avions japonais qui agressaient son navire. Dory Miller était sur le West Virginia. Il trouvera là une mort glorieuse. Si vous avez vu le film Pearl Harbor, alors vous savez de qui je parle. Donc Clark nage comme une enclume. Néanmoins, il va réussir à couvrir les 275 mètres qui le séparent du quai. Arrivé au quai, il ne s'est même pas aperçu qu'il a une blessure assez importante au niveau de l'épaule et du cou et de la tête. On va le soigner. Il continuera sa carrière militaire dans l'US Navy et mourra de sa belle mort en 2017 avec la médaille du Congrès des États-Unis et le Purple Heart, les 2 distinctions militaires les plus importantes dans l'armée américaine. À présent, mon numéro 2. Lui, vous le connaissez, si vous avez vu Le Jour le plus long. C'est un parachutiste américain, il s'appelle John Steele. Et si vous allez à Sainte-Mère-l'Église, vous pouvez voir le mannequin et le parachute accroché au clocher de l'église qui rappelle ce fait historique. Nous sommes donc le 5 juin 1944. Vers 1 h du matin, les C-47 larguent la 82e division parachutiste américaine, la All-American. La 82e devant couvrir les arrières du front de Utah Beach. Malheureusement, les vents, les mauvaises conditions de visibilité vont faire que le 500e régiment parachutiste va se retrouver à sauter sur Sainte-Mère-Église, alors qu'un incendie sévit. Tout le monde est dans la rue, dont les soldats allemands. Et tous les parachutistes américains vont se faire tirer dessus comme des lapins, les uns après les autres, par les Allemands qui n'ont qu'à les viser pour les tuer. Et puis, une sorte de petit miracle, il va y avoir non pas un parachutiste, John Steele, mais un second
John Steele au niveau du clocher et Kenneth Russell, un jeune parachutiste de 17 ans accroché par une gargouille. Ainsi, que ce soit Kenneth Russell ou les soldats allemands qui ont recueilli John Steele, ces derniers pourront affirmer que son histoire était juste. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que John Steele et Kenneth Russell ont donc eu la vie sauve par le fait d'avoir été retenus au niveau de l'église par leur parachute. Parce que la plupart des autres parachutistes tombés sur Sainte-Mère-Église sont morts. L'épisode que vous voyez dans Le jour le plus long, où un Allemand va viser John Steele alors qu'un parachutiste américain, un sergent, tombe à ses pieds, est juste. Ce dernier va être tué par l'Allemand, mais il va réussir à lui-même tirer sur l'Allemand avant que celui-ci ne tire sur John Steele. Alors John Steele continuera la guerre, il fera toutes les autres campagnes et il rentrera chez lui aux USA. Mais malheureusement, il mourra d'un cancer de la gorge à 57 ans en 1969. Enfin, mon troisième survivant, il est juif polonais et il s'appelle Martin Gray, de son vrai nom Mietek Grajewski. Il est né en 1921 et il a 17 ans lorsque les troupes de Hitler vont envahir la Pologne. Alors Mietek, c'est quelqu'un de très énergique et de très imaginatif. Très tôt, alors qu'il est enfermé avec sa famille dans le ghetto de Varsovie, il va faire du trafic. Il va soudoyer des sentinelles allemandes et des policiers polonais pour pouvoir sortir du ghetto et ramener tout ce qui manque à l'intérieur. Du pain, des vivres. Ainsi, il gagne de l'argent pour faire vivre dans sa famille, dans cet enfer que fut le ghetto de Varsovie. Et puis, à partir de 1942, alors que les troupes allemandes sont en train de vider le ghetto, Mietek va être emmené avec sa famille dans le cas d'extermination de Treblinka. C'est ce qu'on appelle la solution finale, c'est-à-dire l'extermination définitive des Juifs d'Europe par les nazis. C'est ce que l'on appelle la Shoah. Son père, lui, a réussi à rester dans le ghetto de Varsovie. Comme il est jeune et vigoureux, Mietek, ou Martin Gray, va être affecté à ce qu'on appelle les Sonderkommando. Ça consiste en quoi? Ce sont les équipes qui sont prises pour vider les chambres à gaz de leurs cadavres, récupérer les vêtements, les chaussures, les cheveux, les dents. Martin va tenir le coup psychologiquement et il va ensuite être affecté à un autre Sonderkommando qui récupère les vêtements pour en faire des balles de linge qui sont ensuite transportées dans des wagons de retour vers l'Allemagne. Martin Gray assistera sans pouvoir rien faire à l'assassinat de sa mère et de ses frères. Grâce à cet emploi de fourrier, au cours duquel il place les balles de linge dans les wagons, il réussit à pénétrer à l'intérieur, s'enfuit du camp de Treblinka. De retour à Varsovie, il retrouve son père qui s'est engagé dans la résistance militaire des Juifs du ghetto. Et avec lui, il va participer à l'insurrection du ghetto de Varsovie de mi-avril à mi-mai 1943. Son père y trouvera la mort. Martin Gray, lui, survivra une fois de plus. En s'enfuyant vers l'Est, il va être recueilli par l'armée rouge. Il sera accueilli chaleureusement par ses camarades soldats russes. Comme il est très intelligent et très efficace, ses supérieurs lui proposent de participer à la traque des collaborateurs dans les rangs du NKVD. Le NKVD, si vous vous souvenez bien, c'est l'ancêtre du KGB russe. Alors, pendant plusieurs mois, Martin Gray va participer à la traque des Polonais qui ont donné des Juifs aux nazis. Mais à force, Martin en a marre de jouer lui aussi les bourreaux, rôle qu'il a haï chez ses ennemis nazis. Alors il décide de quitter l'armée rouge avec pas mal de médailles et se retire aux USA. Plus tard, il aura la malchance de connaître une nouvelle tragédie puisqu'il perdra sa famille en 1972 dans un incendie dans le sud-est de la France. C'est pourquoi il écrira son célèbre roman que quasiment tout le monde connaît, qui a été traduit à la télévision et au cinéma au nom de Tous les miens. Martin Gray se remariera plusieurs fois et mourra en Belgique à l'âge de 96 ans. Voilà, j'espère que cette nouvelle série vous a plu. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire.
de liker, de partager, de déposer des commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.